Nous vous remercions tous de participer à la, je ne sais plus quelle énième rencontre Love Money qui a 39 ans d'existence. Et donc, nous sommes à la Bourse de Paris, Palais Brognard. Ici présent, Yannick Petit, un des plus dynamiques introducteurs en bourse ces 10 dernières années ou 15 dernières années, peut-être les 20 dernières années. Jean Salva, qui était encore plus dynamique que Yannick il y a 40 ans en arrière. Yannick qui donc la relève. Exactement. Annie Chevalier, qui est administratrice de CBSIB et puis animatrice de l'association Love Money et consultante pour CBSIB. Didier Salva, directeur général CBSIB. On a un ordre du jour qu'on va essayer de respecter au mieux. Donc, on va rappeler un petit peu les objectifs de l'association Love Money, qui sont développer la notion de finance circulaire. Jean Salva va nous expliquer ça dans 2 minutes. Promouvoir l'actionnariat populaire et l'introduction en bourse des PME performantes. Vous continuez, Alice? Le rappel des règles de déontologie des signataires de la charte Love Money, donc, la vérification des informations communiquées par les entreprises conformément à leurs engagements, la formation des dirigeants et des épargnants, la médiation en cas de litige entre investisseurs et entreprises, le rôle des carnets d'annonces pour le développement des fonds propres de l'entreprise et pour la liquidité des actions, la représentation des actionnaires aux assemblées générales. Voilà en gros quels sont les objectifs de la réunion et les objectifs de Love Money Security. Maintenant, pour les règles le suivi des règles de déontologie. Alors, au fil du temps, donc au fil de ces 40 ans presque, l'association avait une charte de bonne conduite à l'époque, tout début de l'association, puis petit à petit dans le temps, on a amené des petites améliorations et cette charte de déontologie a pour but de faciliter le respect, le traitement égalitaire des actionnaires minoritaires. Faire simple. Et à l'intérieur de ce code de déontologie, il y a 4 points principaux. Le code, peut-être, je ne sais pas si on peut l'afficher tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu, en fait, ce code de déontologie a pour but de permettre à des PME non cotées de se familiariser avec les règles qui leur seront imposées un petit peu plus tard, lorsqu'elles seront cotées. Et donc, en 2 mots, c'est d'avoir une transparence de l'information, d'avoir une notion de contrôler les tableaux, que les actionnaires puissent contrôler ou superviser le tableau de bord avec les dirigeants d'entreprise. 3e point, en cas de défaillance, là aussi, il est prévu que l'Assemblée soit convoquée avant une éventuelle déclaration de cessation de paiement au tribunal. Et il y a un 4e point qui est essentiel, qui est que l'entreprise s'engage à réaliser un document d'information tel que l'impose Euronext. Et Yannick Petit nous en parlera tout à l'heure. Donc, ces règles de déontologie, c'est un petit peu forcer d'avoir un comportement comme si la société était déjà cotée. Dernier point du code déontologique, presque le premier en fait, c'est que les sociétés s'engagent à mettre en place un instrument de liquidité des actions qu'on appellera un petit peu plus tard dans la réunion carnet d'annonces. Je crois qu'on a fait les grandes lignes sur le point rappel des règles de déontologie. À moins que tu veuilles y rajouter quelque chose. Sinon, on va attaquer. Bon, après, il est prévu l'intervention de Yannick, mais peut-être que comme finalement on a fait plus que rattraper le retard en vitesse accélérée, on va peut-être faire un petit focus sur la notion de finance circulaire, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Parce que je crois que dans le slide, il y a environ 1500, Yannick Petit, 1500 sociétés cotées à peu près. Beaucoup moins. Beaucoup 900. Moins. Ça baisse. Ah oui, ça baisse. Ça baisse. À peu près. Pourtant, tu fais l'effort. Mais il y en a qui sortent et il y en a 900 à peu près sociétés. 900. Donc, il y a 150 000 PME qui pourraient utiliser, mais qui connaissent pas le mécanisme et qui n'ont pas tellement envie. Et finalement, parmi ces 150 000 entreprises, il y a bien un millier d'entreprises de PME
qui seraient intéressés, mais le mécanisme de la bourse est un peu compliqué. Alors, il y a des hommes comme Yannick Petit qui leur explique, qui fait, c'est pour les entreprises un peu plus grandes quand même, pas les TPE. Et finalement, notre activité de C2IB et de Love Money a commencé dans les années 80. On a introduit à l'époque, c'était sur le hors-cote, on a introduit à l'époque 50 sociétés, c'est peu par rapport aux spécialistes qui savent en faire plus. Et donc, à partir de ce moment-là, dans les années 80, il y avait les bourses régionales. Et les bourses régionales avaient pour vocation, justement, d'attirer les entreprises régionales du coin et les investisseurs pour préparer les entreprises en bourse. Les entreprises régionales avaient vocation pour les petites et jeunes entreprises. Et dès que l'entreprise grandissait un petit peu, elle passait sur la bourse de Paris. Voilà, donc aujourd'hui, les bourses sont fermées et nous avons cherché un mécanisme un peu différent de la bourse, avec un système digital qui va permettre effectivement de solliciter l'épargne locale de proximité. Et ce système digital va permettre effectivement de faire connaître sur le site Internet, grâce au site Internet, que l'entreprise présente son activité, présente ses résultats, présente ses perspectives, et présente également la capacité de faire des augmentations de capital avec les gens de la région. Voilà, alors donc nous voulons faire en sorte que Love Money a pour vocation de faire respecter les règlements pour le non-coté, c'est plus difficile, les règlements de l'AMF et de l'Euronext. Parce que investir dans du non-coté, c'est très risqué. Il y a les particuliers proches n'ont pas d'experts sous la main. Et finalement, le rôle de Love Money, c'est un peu de faire l'expertise. Donc, préparer les entreprises à la bourse en faisant respecter les règles de l'AMF et de l'Euronext. Et ensuite, ce sont des spécialistes comme toi qui vont prendre le relais et nous espérons les acclimater les entreprises et t'en apporter peut-être beaucoup, j'espère. Je laisse la parole quelques instants. Sur le sujet listing sponsor ou juste introduire un peu ce que tu fais. Voilà, donc je me présente, moi je suis Yannick Petit, je suis président directeur général d'Allegra Finance. Yannick, tu as largement ton temps, je crois que c'est un petit peu en avance. On a prévu 30 minutes avant l'intervention, Yannick. Tranquille. Et donc, Allegra Finance est dans notre jargon, ce qu'on appelle un listing sponsor, donc agréé par Euronext. C'est-à-dire que notre société est aujourd'hui habilitée à pouvoir accompagner des sociétés en bourse, notamment sur le marché Euronext Access, Euronext Growth, mais également sur le marché réglementé. J'ai prévu un petit support, je ne sais pas si on pourra le projeter. Donc, l'équipe, juste pour la petite histoire. Yannick, on l'a. Tu l'as, moi, je te l'ai envoyé. Donc, Allegra Finance, on a accompagné un petit peu moins de 100 entreprises. Je crois qu'on doit être autour de 90 sociétés en bourse, essentiellement, comme je l'ai évoqué, sur le marché Euronext Growth, qui est quand même pour nous le marché de prédilection pour pouvoir lever des fonds dans de bonnes conditions, ce qui ne nous empêche pas de pouvoir travailler également sur le marché réglementé pour des montants plus significatifs, ou encore sur Euronext Access, qui constitue un marché d'acclimatation intéressant pour les entreprises. Pour la petite histoire, j'ai travaillé moi-même 10 ans chez Euronext. J'étais notamment un des fondateurs du Nouveau Marché. J'ai dirigé le Nouveau Marché de 1995, 90 à 95. Et je dirais que j'opère à mon compte depuis ce temps-là. Donc moi, je résumerai un petit peu ma situation de la façon suivante. Je suis un entrepreneur, comme tous les entrepreneurs que vous pouvez côtoyer, mais un entrepreneur de la finance. Et j'ai mis mon savoir-faire des marchés financiers au service des entreprises.
Donc, je suis un peu un entrepreneur qui a fait près de 90 fois son introduction en bourse en utilisant tous les canaux, tous les gens qui sont capables de travailler sur ces questions. Quel profil d'entreprise tu vises? Alors, on vise des entreprises, tout secteur d'activité. On n'a pas de secteur de prédilection. On est en capacité de pouvoir coter à la fois des sociétés du domaine de la santé comme du domaine de l'industrie, etc. On est en capacité de pouvoir lever des fonds sur des montants qui peuvent démarrer à 2 millions, 3 millions d'euros, à plusieurs dizaines, bien sûr, de millions d'euros. En termes de profil type d'entreprise, moi, je dirais, elle n'existe pas, l'entreprise type. C'est plutôt le projet qui va, en fait, nourrir le fruit de notre réflexion et de dire, finalement, est-ce que ce projet est susceptible d'intéresser les investisseurs en bourse? Et à partir de là, à nous de construire effectivement à la fois le discours et également présenter l'entreprise de façon à recueillir les fonds nécessaires. Dès lors que je l'évoquais, il y a à minima 2,5-3 millions d'euros de possibilités de lever. On est en capacité d'emmener la société sur le marché. Quel profil d'investisseurs? Alors, les investisseurs qu'on vise, c'est quand même pour grande partie des institutionnels. Alors, et des particuliers. J'allais y venir. Donc, d'abord des institutionnels qui vont représenter généralement entre 70 à 80% de l'opération, et on va aller compléter le dispositif par, je dirais, des offres au public. Donc, généralement, on va conduire une opération avec offre au public, c'est-à-dire avec la capacité de tout à chacun de pouvoir investir dans l'entreprise. Donc voilà. Mais peut-être pour entrer, oui, il y a une question. Oui, investisseurs qui sont investir sur les produits sont des professionnels à 30%. Oui. 20% ce sont des particuliers. Exactement. C'est ça. 80% institutionnels, 20% particuliers. Alors dans les institutionnels, on peut aussi distinguer. Il y a plusieurs typologies parmi ces institutionnels. Une grande partie, ce sont plutôt des gens qui sont des fonds dits fiscaux, type FIP, FCPI, qui vont investir dans l'innovation. Ça, c'est une grosse partie quand même dès qu'on a des sujets plutôt technologiques. Et les particuliers, comment ils peuvent accéder directement? Je vais y arriver. Donc la partie, donc là, c'est la partie institutionnelle. Donc d'abord les FIP, FCPI, fonds fiscaux. Ensuite, on a les petites sociétés de gestion, qui sont souvent des sociétés indépendantes. Et on a encore parfois les grands donneurs d'ordre, hein, Amundi, Fidelity. Les gens peuvent venir selon, je dirais, l'attractivité de la société, selon le flottant aussi. Je vous cache pas que sur des opérations à 3 millions d'euros, on n'a pas ce type d'acteurs sur les opérations. En revanche, dès qu'on dépasse plusieurs dizaines, au-delà de 30, 40, 50 millions d'euros de levée, on est en capacité d'aller chercher ces fonds. Et les family office aussi. Et family office qui sont également présents. Maintenant, pour répondre à votre question sur la partie des particuliers, comme je l'ai indiqué, la plupart du temps, nos opérations, en tout cas celles qu'on peut conduire chez Allegra Finance, sont assorties d'une offre au public. C'est-à-dire qu'on va véritablement ouvrir le capital de la société à la souscription du public, souvent avec un visa de l'AMF, puisqu'il y a un prospectus qui est généralement déposé à l'AMF et qui est visé par l'AMF. Et donc, les particuliers peuvent souscrire au même titre que toute opération financière en appelant leur intermédiaire financier traditionnel, leur banque, en passant par Boursorama, les bourses en ligne, enfin tous ces, je dirais, ces intermédiaires financiers qui sont reliés au marché sont en capacité de prendre des ordres au moment de l'introduction en bourse. D'accord. En fait, je veux dire que les particuliers ne peuvent pas accéder directement avec vous. Il faut passer par Boursorama. Il faut passer par un intermédiaire financier, mais ça peut être sa banque de détail, hein, puisque toutes les banques aujourd'hui sont reliées au système d'Euronext. Et donc, il suffit tout simplement de passer un ordre, une souscription à l'achat sur une introduction en bourse, comme vous le feriez pour une privatisation ou toute introduction en bourse. C'est exactement le même circuit. Il n'y a pas de circuit différent pour nos petites valeurs comme pour les grandes valeurs. C'est exactement le même circuit. Vous appelez votre banque et puis vous demandez à souscrire. Il y a un code ISIN, enfin, tout ce qu'il y a de traditionnel. Voilà, exactement. Si vous voulez passer directement, à ce moment-là, c'est ce que fait ces deux idées. Là, vous avez accès directement, vous pouvez souscrire directement donc,
par l'intermédiaire de ces 2 IB. Ça, c'est possible, je pense, oui. Vous Oui, avez cette capacité. Alors, pour en venir à mon sujet, puisqu'on m'a demandé de plancher sur le rôle du listing sponsor, hein, donc je ne sais pas si on a projeté la présentation. Sachant que ces 2 IB et listing sponsor, mais visent les entreprises de taille plus modeste. Yannick Petit commence à 2 millions, nous on atterrit à 2 millions. C'est avec l'épargne de proximité, les petites entreprises, quand elles ont besoin de 500 000, 1 million, 2 millions pour grandir. Et le risque est peut-être plus important, mais le potentiel de plus-value. Mais nous préparons également les entreprises. Nous sommes avec ces 2 IB, listing sponsor. Là, on va peut-être laisser poursuivre la présentation Oui, d'Yannick. oui, justement, je voulais dire simplement qu'on était listing sponsor aussi et que la présentation de listing sponsor est très intéressante. Tu l'as dit, merci. Et Yannick, ta projection est à l'écran, si tu veux. Ok, et les personnes qui sont en ligne peuvent la voir, c'est comme ça, je sais pas. Là, ils arrivent à le voir. Nous, on est loin de l'écran. Mais ils arrivent. Ok, on leur enverra. Parfait. Donc, juste le listing sponsor. Donc, qui est-il? Comme je vous l'ai indiqué, le listing sponsor, c'est un intermédiaire financier agréé par Euronext. Donc, c'est bien Euronext qui nous délivre une habilitation pour pouvoir, je dirais, accompagner les sociétés en bourse. Cette habilitation, elle réside essentiellement sur les personnes, puisque c'est vraiment apporter, je dirais, une compétence, une expérience dans le monde de l'introduction en bourse. C'est ce qui fait vraiment l'habilitation. Le rôle du listing sponsor est de conseiller l'entreprise de façon à ce qu'elle puisse se mettre aux normes de la réglementation pour pouvoir accéder au marché et va conduire tout le process d'introduction en bourse depuis le premier ou le dernier jusqu'au dernier jour. Donc moi, comme je l'évoquais, je disais, je suis vraiment l'équivalent d'un entrepreneur qui a fait de très nombreuses fois son introduction en bourse et je viens apporter finalement ce savoir-faire que je mets au service des entreprises. À noter que la présence du listing sponsor est obligatoire sur les marchés Euronext Growth, donc le marché des PME ETI, et sur le marché Euronext Access et Access Plus. Sur le marché réglementé d'Euronext, la présence d'un listing sponsor n'est pas obligatoire, mais on est souvent appointé pour des opérations sur le marché réglementé en tant que pur conseil. Donc on n'opérera pas de vérification, de due diligence dans le cadre d'une opération sur le marché réglementé. On va intervenir en pur conseil pour pouvoir, je dirais, assister l'entreprise dans son introduction en bourse. C'est ce qui va un petit peu nous distinguer. Et donc là, à ce moment-là, on ne prend pas le statut de listing sponsor. Dans notre jargon, on est conseil de l'émetteur pour accompagner l'introduction en bourse. À Paris, en France, il y a aujourd'hui 53 listings sponsors agréés par Euronext, ce qui peut paraître beaucoup, mais pour tout vous dire, il y a à peu près aujourd'hui une dizaine de listings sponsors actifs sur le marché. On a beaucoup je dirais, de gens qui sont agréés, inscrits sur habilités en tant que listing sponsor, et bon nombre d'entre eux ont jamais fait même une introduction en bourse. Aujourd'hui, je crois, je répète, c'est quoi? C'est une dizaine vraiment d'acteurs qui jouent ce rôle. Sur la slide suivante, j'ai indiqué plus en détail finalement la nature de nos travaux et de notre accompagnement. Donc, le premier accompagnement d'Allegra Finance, c'est symbolisé ici sur ce petit schéma. Vous avez au centre l'émetteur. Donc, dans notre jargon, l'émetteur, c'est la société candidate à l'introduction en bourse. On appelle ça l'émetteur, parce que la société émet des titres. Donc, c'est le petit jargon. Il faut s'habituer. Il y a peut-être plein de petits mots comme ça qui sont liés à l'introduction en bourse. Donc, notre premier rôle va être véritablement d'entourer la société de ce petit œuf qui est symbolisé ici. Et donc, Allegra Finance va devenir, je dirais, le département introduction en bourse de la société. On va se pluguer dans l'entreprise. Et donc, à partir du moment où on est là, on va gérer l'ensemble de l'introduction en bourse du premier au dernier jour. Première action que nous allons faire, c'est réunir l'équipe d'introduction en bourse. Et l'équipe d'introduction en bourse se compose, au-delà de nos services du listing sponsor, il faudra appointer un cabinet d'avocats qui va évidemment traiter l'ensemble des aspects juridiques liés à l'introduction en bourse.
On appointera également une agence de communication qui va se charger justement de pouvoir faire la promotion du titre auprès du public et notamment auprès du grand public, aller chercher les particuliers. Ça passe par de la communication financière. On ira appointer un prestataire de services d'investissement, donc en un mot une banque introductrice qui va, travailler à nos côtés sur l'introduction en bourse et qui va conduire l'offre au public, parce que c'est eux qui iront notamment solliciter les investisseurs institutionnels. Donc ça, c'est vraiment la part qui appartient aux prestataires de services. Bien sûr, on gérera l'ensemble de la documentation et à ce titre, les commissaires aux comptes qui sont signataires du prospectus seront en charge de pouvoir valider l'ensemble des chiffres qui sont dans le prospectus. Nous serons les représentants, je dirais, quasi légaux de la société vis-à-vis des autorités de marché, puisque c'est nous qui allons déposer la demande d'admission auprès d'Euronext et c'est nous qui allons conduire le dépôt du prospectus s'il y a une offre publique auprès de l'AMF. Donc, en fait, notre rôle à ce moment-là va être de rédiger l'intégralité de la documentation. Aujourd'hui, je pense qu'Allegra Finance est un des grands faiseurs sur cet aspect. Et quasiment le seul à pouvoir faire ça. On rédige le prospectus de la première à la dernière ligne. On a dans nos services. Aujourd'hui, on est une équipe de 9 personnes et une grosse partie de notre équipe est dédiée à cette partie de montage des opérations. Et enfin, on maintient des contacts avec les investisseurs, notamment avec les investisseurs institutionnels, pour préplacer les opérations, puisqu'aujourd'hui, avant de lancer une opération dans le public, nous allons recueillir des intentions de souscription auprès des investisseurs institutionnels. Il y a une évolution aujourd'hui dans le marché qui fait qu'auparavant, on allait en offre publique, on ouvrait, je dirais, un livre d'ordre et on attendait de voir ce qu'il y avait dans ce livre d'ordre. Aujourd'hui, avant de faire cette démarche, on va préalablement auprès d'investisseurs institutionnels et on essaye de collecter auprès d'eux des intentions de souscription avant de lancer une opération. Sous LOI ou même directement dans le prospectus, on a des intentions de souscription fermes. Là, c'est même plus des LOI. On a vraiment un engagement de souscription qui est défini et qui on travaille en amont, très en amont de l'opération pour collecter ces. Alors, j'y arrive après dans le programme. Dans le slide suivant, j'ai fait état d'une chose importante, et notamment pour souligner le rôle du listing sponsor qui est vraiment décisif dans nos opérations. Dans toute transaction, quelle qu'elle soit, quand vous vendez, par exemple, votre société, vous avez toujours un cabinet de conseil qui va conseiller le vendeur, la partie vendeuse, et vous avez un conseil qui va conseiller la partie acheteuse. Et ben, c'est le parti pris qu'on a fait. Allegra Finance et le listing sponsor que nous sommes uniquement le conseil de l'entreprise, de l'émetteur, donc de la partie vendeuse de titres ou émettrice de titres. Donc ça, c'est la place qu'on occupe. Et on attend de la banque, puisque j'évoquais tout à l'heure la présence d'une banque à nos côtés. Cette banque va faire deux choses. Elle va d'abord produire une analyse financière. Donc c'est elle qui va donner le prix d'une certaine manière et donner la recommandation vis-à-vis du prix et va vendre les titres auprès des investisseurs. Donc la banque, elle, d'une certaine manière, c'est le conseil de l'acheteur. C'est elle qui va éclairer l'acheteur et qui va lui dire, voilà, sur cette introduction en bourse, on a fait une analyse financière, la valorisation de la société est de 20 millions, de 30 millions d'euros, et nous recommandons cette valeur à l'achat. Donc il y a une. Alors l'émetteur, lui, ne fait pas de recommandation. Lui, dans le cas d'un rachat, l'acheteur peut être également aussi un émetteur. Oui, bien sûr. C'est ça. Alors, dans un cas comme ça. Là, on est en bourse. Je dis juste qu'il y a des titres à vendre, à la vente, des titres à l'achat. Nous, on dit, on va défendre la partie vendeuse. Et donc, comme ça, on se retrouve en face de la banque. Et des fois, bien sûr, il y a beaucoup de discussions sur les valorisations, comme vous pouvez l'imaginer, où la banque va dire, moi, je pense que ça vaut 30. Et nous, on sera là en disant, peut-être que vous vous trompez, que c'est plutôt 40, et on va rediscuter. Non, la société qui fait la valorisation, c'est la banque. C'est la banque présentatrice de l'opération. Il n'y a pas d'expert, je dirais, indépendant qui
qui donnerait une valorisation de la société. Ça, C'est dans les notes de recherche des banques. Ça, c'est l'organisation, c'est le modèle de fonctionnement d'Allegra. C'est Parce notre que- mode de Parce fonctionnement. qu'il peut il peut très bien y avoir d'autres manières de faire. Ah ben, on a des listings sponsors, notamment toutes les banques. J'ai évoqué 53 listings sponsors. Toutes les banques sont également listings sponsors. Et elles peuvent conduire à la fois, je dirais, la partie montage de l'opération et la partie exécution. Et comme je l'évoquais, et c'est l'expérience qu'on a, c'est quand vous confiez tout à la banque, vous n'avez plus cet arbitrage ou cet équilibre entre finalement, vous êtes conseillé par la banque. Est-ce que la banque est en train de conseiller son client acheteur ou est-ce qu'elle est en train de conseiller son client vendeur? Il y a une forme de conflit d'intérêt qu'on a noté, un inconfort de la part des dirigeants à ce moment-là parce qu'ils ne savent jamais s'ils peuvent avoir toute confiance finalement dans l'analyse qui est faite par la banque. Le fait d'avoir un listing sponsor indépendant uniquement de cette partie, je pense, constitue une des grandes raisons de notre succès. C'est parce qu'on a cette indépendance vis-à-vis des banques. Et aujourd'hui, beaucoup d'établissements vont nous choisir indépendamment de la banque, même s'ils peuvent avoir déjà appointé leur banque introductrice et venir nous chercher pour justement réaliser la partie conseil et aussi, bien sûr, prendre en main le prospectus d'introduction. Voilà, ça c'est vraiment c'est clé dans notre dispositif, c'est vraiment ce qui va nous distinguer. Quel est le coût environ d'une fourchette alors, haute et basse, c'est fonction des capitaux? C'est ça, c'est fonction des capitaux levés. Je dirais qu'en dessous de 5 millions d'euros, on sera tout compris. Alors, vous mettez les avocats, les banques, la communication financière. On sera sur des fourchettes qui vont être plutôt de 12 à 15% des montants levés. Oui, c'est significatif, mais c'est ce que j'observe. En tous les cas, c'est vraiment comme ça qu'il faut. Le coût total de l'ensemble de l'opération pour des montants inférieurs à 5 millions d'euros, on sera, je répète, entre 12 et 15%. C'est vraiment des montants observés. Au-delà, mais c'est prélevé sur la levée de fonds. En fait, c'est 5 millions d'euros, moins 15%, voilà. C'est compris. En réalité, ça coûte rien à l'entreprise. On va pas dire ça coûte à l'entreprise, mais on va dire qu'à la fin, on lui remet un montant net de l'ensemble des frais liés à l'opération. Quand on commence à passer de 5 à 15 millions d'euros, on sera plutôt dans une fourchette autour de 9 à 12%. Mais dès qu'on commence à passer, je dirais, la vingtaine de millions d'euros, on va se rapprocher d'un 6-8%. Et alors, au-delà de 100 millions d'euros, on va descendre là complètement autour de 4%. Ouais, c'est ça. C'est à peu près 4 à 5% au maximum. Tout est négociable. De toute façon, c'est la capacité de l'entreprise de pouvoir négocier, c'est de savoir aussi l'attractivité qu'elle a, le nombre d'opérateurs qui sont prêts à accompagner l'entreprise. C'est une mise en concurrence. Ah bah oui, ça Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'effectivement, il y a un marché formidable avec 900 entreprises cotées. Donc, vous avez donné plus de 10%, puisque vous en avez introduit une centaine sur 900. Bon, bravo. Mais objectif, c'est insuffisant. Mais oui, c'est pas 900, c'est 9000 que l'on va avoir. Et le problème, c'est que la petite entreprise peut devenir grande. Et c'est justement, c'est ces petites entreprises que nous, on vise avec notre historique des bourses régionales. C'était des petites entreprises. On a dans le passé, et des Zodiac, Claras, Meco, c'était des petites entreprises. On les a basculées à des spécialistes comme toi. Et finalement, il faut pas oublier les petites entreprises. Alors, c'est pas rentable. Et il faut savoir que l'introduction en bourse, il y a un coût forcément, un coût important. Et nous, on fait en sorte que le coût soit dérisoire. Je dis bien dérisoire. Ça veut dire que tous ces conseils d'entreprise, nous, on essaye de faire toute l'activité clé en main. Il n'y a pas, il y a pas de dépenses supplémentaires avec des experts à droite, à gauche. Nous, notre démarche, c'est de dire, on veut faire la chaîne pour les petites entreprises, c'est plus simple. C'est plus simple parce que, et c'est plus difficile. Parce qu'ils n'ont pas de conseils eux-mêmes. Ils sont généralement très mal organisés.
Et ce travail, pour dire, est plus compliqué et plus simple quand même. L'entreprise étant plus petite, c'est plus simple, mais plus compliqué parce qu'elles sont pas organisées. Il faut faire plein de changements dans la structure de l'entreprise, dans les conseils. Et il faut même apporter un plus, ou apporter une ingénierie financière pour le futur. J'entends pour le futur, c'est-à-dire une entreprise a besoin de fonds propres, pourrait grandir, mais ne cherche pas trop à grandir parce qu'elle va avoir des problèmes de fonds propres. Et ben, c'est ce type d'entreprise qu'on veut essayer. Des entreprises performantes, non cotées, petites, qui vont devenir grandes. Et ensuite, on les bascule à Châquille. D'accord. Voilà notre démarche. Jusqu'à 2 ou 3 millions d'euros, c'est quelque chose qu'on va trouver non pas dans les institutionnels, mais on va les trouver dans l'épargne locale de proximité. Ah, c'est un grand mot, l'épargne locale de proximité. Eh ben, ce sont des particuliers qui sont dans la ville, dans le village. Ce sont des clients, des fournisseurs. On vient de faire une opération, Didier va en dire 2 mots, sur une société qui s'appelle Moi, je veux bien, j'en dirais 2 mots, même 3 mots, même beaucoup plus. Là, après avoir laissé terminer l'intervention. Oui, tout à fait. Mais ça n'empêche pas d'avoir un échange, tout à fait. D'avoir un échange, de compléter le rôle du listing sponsor pour des sociétés non cotées que Yannick n'est pas forcément spécialisé. Mais on te laisse peut-être poursuivre. Oui, je poursuis. Donc, ça répond à une question qu'il y avait tout à l'heure, donc sur le slide suivant, sur le délai, le temps que prend l'introduction en bourse. C'est un processus qui est, je dirais, relativement rapide, hein, compte tenu, je dirais, des fonds qui sont levés, qui sont quand même souvent importants. C'est un processus qui va prendre entre 6 et 8 mois. On a quelque chose, je dirais, en moins d'une demi-année, on arrive à, je dirais, introduire une société en bourse, avec des grandes étapes qui sont je dirais, sur ce slide. Les premiers temps, c'est bien sûr la prise de connaissance, de pouvoir établir et s'assurer que la société est bien éligible au marché requis. On va ensuite mettre en place, ce que j'évoquais, la sélection des acteurs, ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. Ensuite, on va procéder à un ensemble de contrôles pour notamment tout ce qui est comptable, juridique, etc., pour s'assurer que la société, je dirais, est à même de pouvoir se présenter. Et Jean l'indiquait très bien, c'est que souvent dans ces petites entreprises, il y a un travail de toilettage, de préparation de la société sur le plan juridique, comptable, pour la mettre aux normes, de façon à pouvoir être présentée au marché. Une fois qu'on a réalisé tout cela, on prend en charge donc la rédaction du prospectus et on dépose ce document auprès de l'AMF et d'Euronext. Et l'AMF, Euronext, à partir du moment où on a déposé ce document, a 30 jours pour l'étudier et 30 jours pour pouvoir instruire le dossier et donc nous remettre à l'issue de ces 30 jours, je dirais, un visa, donc une approbation, aujourd'hui ça s'appelle comme ça, pour nous permettre de se présenter devant les investisseurs et de pouvoir faire une offre au public. Ça arrive au niveau des sites internationaux d'avoir des refus? Il y a beaucoup, alors des refus, nous ça nous est jamais arrivé d'avoir de refus chez Allegra Finance. En revanche, il est arrivé à de nombreuses reprises qu'on ait des questions complémentaires par rapport au dossier qu'on a présenté, où il faut peut-être apporter plus de confort à l'AMF, identifier des risques qui n'ont pas été identifiés, les présenter plus distinctement au marché, etc., etc. Donc, il y a une instruction qui est 30 jours sur le papier, et pas rare que ça mette un peu plus de temps. Hein. On est plus proche des 6 semaines, voire 8 semaines parfois, que des 30 jours qui sont signifiés ici. Néanmoins, en tout cas, on y arrive. On va dire la plupart du temps, même pour des entreprises petites. Et l'AMF, en fait, le souci de l'AMF est relativement simple. Ce que souhaite l'AMF, c'est que dans le document qu'on propose au marché, toute l'information y soit. Elle ne porte pas de jugement sur la qualité de la société. Elle porte un jugement sur la qualité de l'information. Donc, il faut que toute l'information soit présente. Donc, c'est ça qui est le plus important. Donc, même s'il peut y avoir parfois, je dirais, des points qui sont difficiles pour la société ou des risques élevés, eh ben, l'AMF va nous
nous imposer de bien alerter l'investisseur sur le fait, je ne sais pas, qu'il y a un risque sur un brevet, qu'il y a un risque sur une distribution, qu'il y a un risque, voilà, mais de bien identifier les risques pour que l'investisseur puisse, en connaissance de cause, investir ou pas. Alors, évidemment, elle va mettre l'accent sur tous les points, évidemment, qui portent. Oui, c'est normal, et donc on ne peut pas les juger là-dessus. J'aimerais revenir peut-être à la première slide de ma présentation que j'ai remise, mais je pense voilà, celle-ci. Aujourd'hui, donc le marché, et ça me permettra d'introduire un peu plus Euronext Growth, ce qui est le marché sur lequel j'opère principalement. La cote, en fait, contient, voilà, Jean, tu as la réponse, 851 valeurs cotées sur le marché. On a 431 sociétés qui sont cotées sur le marché réglementé Euronext, qui lui-même séparé en 3 compartiments, donc le compartiment A, B ou C, qui distingue essentiellement le niveau de capitalisation de la société. Sur Euronext Growth, on a 244 valeurs, et sur Euronext Access, il y a 176 valeurs. Donc on voit bien que la part des PME, si je compte Euronext Growth, Euronext Access, c'est quasiment 50% de la cote, qui est composé quand même de petites valeurs. Si à ça, je rajoute même le segment C sur des capitalisations inférieures à 150 millions d'euros, on arrive à quasiment 60% des sociétés cotées qui sont plutôt de la PME ETI. Donc ça, c'est un point important. Et je voulais juste faire un focus sur Euronext Growth, qui va répondre à ta question, Jean, c'est de dire c'est quoi finalement aujourd'hui le profil des sociétés qui rentrent sur ce marché. Et donc là, on va passer, je suis désolé, à la slide juste après. Voilà, ici. Donc, ici, vous avez l'intégralité des sociétés qui se sont introduites sur Euronext Growth depuis sa création, enfin depuis 2015, plus exactement, il y a à peu près 5 années ou 6 ans. Et on voit que le montant médian de chiffre d'affaires d'une société qui rentre sur Euronext Growth est de moins de 7 millions d'euros. Ça, mais oui, c'est pas beaucoup. Donc, mais c'est la médiane. C'est-à-dire, il y a 50% des sociétés qui font moins de ce chiffre-là et 50% des sociétés qui font au-delà de 6,7 millions. C'est exactement le chiffre qu'on a là. Donc, on voit bien que c'est accessible sur des entreprises petites qui feront moins de 6 millions de chiffre d'affaires pour certaines d'entre elles. Donc, ça, les entreprises l'ignorent. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que c'est important de pouvoir je dirais, mettre l'accent sur ces sujets. Ce marché est accessible aux entreprises parfois très petites. Alors, je vous cache pas que je n'ai pas mis, je dirais, les secteurs d'activité, mais on a beaucoup de sociétés dites de technologie, c'est-à-dire des sociétés de R&D, de recherche et développement ou de biotechnologie. Et c'est normal que ces sociétés ne fassent pas ou peu de chiffre d'affaires. On a quand même beaucoup, vous voyez, de sociétés qui font 0 € de chiffre d'affaires, qui sont plutôt des sociétés de recherche et développement, donc de type évidemment biotechnologique. Ça, c'est une grosse partie des sociétés qui ont pu rejoindre les rangs d'Euronext. Si on regarde maintenant sur la slide suivante, en termes de résultats, puisqu'il y a souvent des entreprises qui disent oui, il faut faire beaucoup de chiffre d'affaires, il faut être rentable. Et ben dans notre échantillon, en tout cas dans l'ensemble des sociétés qui sont cotées, on observe que le montant médian est quasiment à 0. On est même plutôt à moins 300 000 €. C'est le montant médian du résultat net de la société au moment où elle s'introduit en bourse. Donc, on a quasiment 50% des sociétés qui sont profitables et 50% des sociétés non profitables. Donc, vous voyez, ça vous donne quand même le loisir de voir qu'on est en capacité d'accueillir bon nombre d'entreprises avec des profils nettement différents. Si on regarde maintenant les montants levés, les montants qui ont été levés par ces sociétés sur le marché Euronext Growth, le montant médian, là encore, se situe à 9,4 millions d'euros. Donc, on voit qu'on a un montant qui tourne autour d'un petit peu moins de 10 millions d'euros. Le montant le plus élevé qui a été levé, c'est pour la société HRS dans l'hydrogène qui a eu lieu cette année. La société a levé 97 millions d'euros oui, voilà. Et la société la plus petite, c'est Predilife qui a levé 4 millions d'euros. Donc on voit, vous voyez, il y a vraiment tous les cas de figure. Si on regarde en termes de capitalisation boursière, parce que ça finalement ça traduit la fin de l'histoire.
la capitalisation boursière médiane au moment de l'introduction en bourse est de 33,7 millions d'euros. Alors après, moi, j'aime bien faire ce petit rapport en disant, finalement, on est en train de dire qu'on a une société à la médiane qui est de 6,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui n'a pas atteint la profitabilité puisqu'elle fait moins 0,3 millions d'euros de résultats, donc elle est en déficitaire de 300 000 euros. Cette société est en capacité de lever à la médiane 9 millions d'euros pour une capitalisation de 33 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est quand même tout à fait spectaculaire, si j'ose dire, de se dire qu'une société qui a fait à peine 7 millions d'euros est valorisée au marché 33 millions d'euros et a réussi à lever 9 millions d'euros. Alors, c'est un raccourci, j'en conviens, qui est audacieux, mais néanmoins, c'est ce que nous disent ces chiffres à la médiane. Donc, c'est tout simplement ça. En conclusion, pour moi, je vous ai mis ici l'ensemble des sociétés qu'on a pu accompagner dans ces opérations. Vous l'observerez, on est présent sur tous les secteurs d'activité, à l'image du marché. Le marché, il est, je l'ai évoqué, sur la santé, on a fait beaucoup d'opérations sur la santé. Beaucoup sur Internet, télécom, toutes ces sociétés technologiques ou informatiques, mais on a des sociétés plus traditionnelles qu'on a pu coter encore cette année, puisque cette année, on a réussi à coter un grossiste de fruits et légumes de Rungis qui est venu sur le marché, qui s'appelle Omer de Cugy et qui a levé une vingtaine de millions d'euros sur le marché. On a coté également l'année dernière un meunier, donc Polic, qui faisait de la meunerie. Donc voilà, on a coté Ecomium, qui est une société qui fait de la distribution de produits surgelés en Bretagne. Donc vous voyez, on a des sociétés tout à fait traditionnelles qui ont rejoint le marché. Donc c'est possible. Je peux que vous inviter en tous les cas à venir nous voir ou en tous les cas à passer par Jean et Didier pour oser et pousser les portes de la bourse parce que elles sont ouvertes. C'était ça le sens de mon message. On va peut-être enchaîner, Yannick. On a fait un petit tableau comparatif. Je sais pas si Assiette peut le mettre sur pour descendre encore plus bas que tu évoquais que des entreprises qui font 5, 6, 7 millions de chiffre d'affaires peuvent utiliser Euronext Growth. Et sur ce tableau, on descend encore un petit peu en dessous, Euronext Access et le carnet d'annonces, et on arrive à faire des opérations. Donc sur ce tableau comparatif, s'il y a des choses que tu estimes fausses, Yannick, il ne faut pas hésiter à nous faire corriger. En fait, on compare notre notion de carnet d'annonces qui est, Assia va nous rappeler dans un instant ce que c'est le carnet d'annonces. C'est une bourse digitale, en fait, complètement imaginée, mise en place de A jusqu'à Z par C2IB, et Love Money qui a un rôle de surveillance, un petit peu le rôle de l'AMF pour des sociétés de mon côté, l'association Love Money. Donc, c'est pour essayer de vulgariser, enfin, de rendre accessible encore à des milliers d'entreprises, comme disait Jean. Donc, on a un petit peu la prétention, l'ambition, la vocation que ce carnet d'annonces, ça permet donc à des entreprises qui ont 3 ans minimum quand même, pour tout le monde, parce qu'en dessous de 3 ans, le risque est un petit peu élevé. Des sociétés par action dans les 3 cas. Les règles de marché, bon, il existe des règles propres à Euronext Growth, Euronext Access. Le carnet d'annonces, c'est du gré à gré. C'est l'offre et la demande sans règles de communes, je ne sais plus l'expression de l'AMF, mais c'est des règles communes de cotation. Enfin, il n'y a pas de règles, c'est du gré à gré. La valorisation pour le carnet d'annonces, il n'y a pas tellement de minimum. Access, il faut 225 000 euros de capitalisation, de capital. C'est capital. Ouais, c'est plutôt de capital. On a mis capitalisation, mais en fait, c'est capital. Ouais. Le flottant, c'est le pourcentage qui est ouvert dans le public. Il y a un flottant minimum pour Growth. Pour Euronext Access, qui se décompose en Access et Access Plus, il y a également un minimum sur Access Plus. Carnet d'annonces, pas de minimum. L'origine des titres, on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais ça peut être par émission, donc augmentation de capital ou par cession d'actions.
Dans les 3 cas, on peut utiliser les 2 démarches. Cession d'action, on se demande à quoi ça sert pour les fonds propres de l'entreprise, alors que chacun est libre de pouvoir revendre ses actions. En ce qui concerne le carnet d'annonces, une opération qu'on a aidée tout récemment pour 2 millions d'euros simplement, avec 950 personnes. C'est le dirigeant qui a cédé, il a vendu les titres dont il était propriétaire. Et le concept C2IB, carnet d'annonces, Love Money, a veillé à demander à ce que le dirigeant réinjecte au centime près la totalité des actions qu'il a vendues, le produit de la vente. Donc on peut par session, enfin je vais éviter de rentrer trop dans les détails. Dans les 3 cas, il y a le rôle de listing sponsor. Nous, on souhaite imposer pour le carnet d'annonces ce qui est également un listing sponsor qui accomplit ce que tu viens d'évoquer, ce professionnalisme, d'accomplir des diligences en rédigeant un document d'information, procédure d'admission. Bon, je ne rentre pas beaucoup plus dans les détails. Ce tableau, c'est un petit peu pour encore descendre d'un niveau en dessous, donc rendre accessible à des TPE, des PME, le mécanisme de la bourse sans imposer quoi que ce soit à Euronext, ils sont libres. Mais nous, on veut essayer de faire venir avec ce carnet d'annonces un grand nombre d'entreprises. C'est un petit peu la vocation, à être coté et à faire, comme disait Jean aussi, à faire en sorte que les Français, il y a un grand nombre de Français qui peuvent devenir actionnaires directs de l'entreprise. Tout à l'heure, Dominique va nous parler exactement de la même chose, mais plus avec la notion de solidarité. Là, on peut peut-être demander à Asia, si tu veux bien, de faire un petit exposé sur rappeler ce que c'est le carnet d'annonce brièvement. Même pour Yannick, qu'on connaît depuis très longtemps, ça permettra de voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce mystérieux carnet d'annonce. Oui, c'est vrai. Et je veux dire en passant quand même, il manque une colonne à ce tableau. Ouais. Bourse régionale. Les bourses régionales étaient ce que nous, on veut être aujourd'hui, le carnet d'annonces, la finance circulaire. On en parlera de la finance circulaire. C'est vrai que les bourses régionales physiquement n'existent plus, mais on a la détermination de réinventer, reproduire les mécanismes de bourse régionale. Évidemment, voilà, plus exactement, de manière digitale. Asia, tu es d'accord de nous expliquer un petit peu Alors, bonsoir à tous. Tu projets un truc ou pas? Oui, je peux. Ok. Alors, tout d'abord, bonsoir à tous, encore une fois. Alors, il faut savoir que C2IB propose un outil donc rend en liquide les actions de l'entreprise, donc des PME, au travers donc de ce fameux carnet d'annonces digital. Et cette mini-bourse digitale, donc, elle permet aux actionnaires des sociétés non cotées d'échanger leurs actions de gré à gré et aux entreprises donc de réaliser également des augmentations de capital. Excuse-moi, vous allez faire une blockchain? Comment? Bon, la blockchain, c'est quelque chose qu'on est en train d'intégrer comme tout le monde, on n'a pas le choix. Pour l'instant, ça marche sans blockchain. Et ça marche. Alors, évidemment, il y a des critères à respecter pour pouvoir être éligible au carnet d'annonce. Et moi, je te laisse. Vas-y. Alors là, on a un petit peu, c'est un petit peu sympathique. La présence, Eva, qui est une toute jeune, qui est là pendant une semaine, parce qu'elle est passionnée par les stages de troisième. Elle est passée comme ça. Elle a un petit peu de virus, quelque part, parce qu'elle aura toute la vie, ça va pas durer longtemps, le virus de la bourse, de la finance. Et du coup, elle est toute jeune, ce qui est assez sympathique, 14 ans, à 87 ans. Il y en a, tout le monde peut s'intéresser au secteur, et si c'est solidaire, c'est tout encore la sauce sur le gâteau. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais vous présenter les critères de sélection des entreprises. Chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros, avoir des perspectives de croissance, disposer d'une pérennité prouvée et organisée, être en capacité de distribuer des dividendes, penser à une future introduction sur Euronext Access, idéalement, dans les 3 ans suivants, la mise en place du carnet d'annonces. Merci. Voilà. Félicitations. Véracité, c'est parfait. On va continuer gentiment, parce que là, finalement, on est en avance. Est-ce que ceci n'est pas par les entreprises de recrutement qui décident d'être registrées dans une bourse autre qu'Euronext, par exemple, ou est-ce que
c'est vraiment une sorte de la bourse. C'est du gré à gré. Vas-y, Yannick. Non, non, parce que quand on est hors Euronext, enfin, je sais pas, moi, je connais pas votre carnet d'annonces, mais c'est privé. En fait, on est dans le domaine privé, vous avez des actionnaires privés, il n'y a pas de, je dirais, d'obligation. Enfin, je pense pas. Ah, vous parlez sur Euronext. Euronext. En fait, est-ce qu'on a des chiffres par rapport au plus d'entreprises qui titrent complètement la bourse, qui n'ont pas de société? Bien sûr. Versus celles qui, en fait, sont cotées par une fois qui veulent déjà. Ah, j'ai pas les statistiques si c'est ça que vous demandez, mais il y a quand même des sociétés qui sortent de la bourse, soit parce qu'elles se font racheter, notamment par les sociétés déjà cotées, donc elles vont fusionner, et donc ça fait une ligne en moins, hein, donc sur la cotation, soit parce qu'elles vont mourir, ça existe aussi. Il y a des entreprises qui déposent le bilan quand elles sont en bourse, hein, même personne n'est, je dirais, n'est parfait, et il n'y en a jamais l'assurance que ces sociétés ne puissent pas aller au tapis. Et enfin, il y a des sociétés qui vont se délister. Pour pouvoir se délister, il faut toutefois que l'actionnaire qui demande le délisting détienne au minimum 90% du capital de la société. Il faut. C'était 95, c'est 90. D'accord. C'est l'inverse. Avant, il fallait. Oui, quand même, c'est beaucoup. Ce qui veut dire que le propriétaire ou les actionnaires de la société doit racheter ses propres. Oui. En fait, quelqu'un qui veut sortir de la bourse doit nécessairement racheter les titres des minoritaires. Et ça, c'est une des protections pour l'investisseur. Celui qui va investir sur une société cotée, il a l'assurance que si quelqu'un veut le déloger ou en tous les cas lui prendre ses titres, il va lui payer. Il va pas juste lui dire OK, on arrête la bourse, vous pouvez plus négocier, vous pouvez plus rien faire. Pour sortir de la bourse, il faut nécessairement racheter les titres. Donc en fait, il faut atteindre le seuil des 90%. Une fois que vous êtes à 90%, vous faites ce qu'on appelle une offre publique de retrait, c'est-à-dire que l'actionnaire majoritaire qui a 90% va faire une offre pour racheter les minoritaires. Il va faire une offre pour racheter les 10%. Après, l'investisseur, il fait ce qu'il veut. Il peut bien sûr décider de ne pas apporter les titres ou de les apporter. Mais il faut savoir qu'arrivé à un certain moment, quand on a vraiment l'assurance que les 90% sont atteints, il y a une procédure dite de squeeze out où on peut imposer à l'investisseur de vendre ses titres. Mais là, elle le fait. Le prix est validé. Cette fois-ci, on fait intervenir un expert indépendant qui va juger de l'équité et du fait que le prix qui est proposé par l'acquéreur, est juste pour le vendeur. Oui. Non. Les SPAC, comme toute opération, sont des sociétés qui viennent se coter en bourse. Alors, c'est une procédure un peu simplifiée parce que, par définition, le prospectus est très simple puisque dans le SPAC, il n'y a quasiment rien, sinon des intentions de dire ce qu'on va faire. Donc, ce qui fait que les sociétés n'ont pas, comme ici, 3 ans d'existence, etc. C'est des sociétés qui sont créées quasiment la veille et on va lever 100 millions d'euros pour un projet. Mais il faut néanmoins quand même passer par un listing sponsor si on est sur Euronext Growth ou par un PSI, un prestataire de services d'investissement, si on rentre sur Euronext. On va peut-être revenir sur les questions, parce que là, finalement, on a pris un petit peu de retard. Pardon, je suis désolé. Donc, on a un petit peu... il y a un point au cours duquel on va faire un petit point sur les entreprises, 2-3 entreprises simplement, qui utilisent le carnet d'annonces. C'est les entreprises Cival, Accueil Hôtel, Veracash, AEC, et celles qu'on est en train de considérer, on va en appeler 2, simplement, 2 ou 3 maximum. Et du coup, peut-être pour illustrer ce que c'est le carnet d'annonces, on peut aller sur le site Veracash. On va juste regarder, ne serait-ce que pour tout le monde, mais notamment Yannick, parce qu'on pense, moi, l'idée, c'est que parmi les listings, le métier de Yannick, il y a beaucoup de sociétés que tu n'introduis peut-être pas, parce que pour X raison, tu reportes, ça demande du temps, de réflexion, de ta part ou de la part du dirigeant, ou des raisons techniques. Et peut-être que le carnet d'annonces, dans certains cas, ça pourrait faire patienter des entreprises
Et là, si on est sur le site de Veracash, on peut aller sur leur site. Tu verras que c'est quelque chose de très simple. Là, c'est un client qui vient de collecter 2 millions d'euros. Et quand on va sur leur site tout à droite, il y a un onglet Société. Et quand on clique, on descend, espace actionnaire. Et c'est ça le carnet d'annonce. On y arrive. On arrive tout bêtement à partir du site de l'entreprise. C'est sa propre bourse digitale. C2IB tient le registre des mouvements de titres. On fait une publication au ballot, journal officiel. C2IB est mandaté au journal officiel pour tenir le registre des actionnaires. Et c'est la partie invisible. Et la partie visible, c'est ça. C'est Cédric qui est dans la salle qui est en train d'améliorer le logiciel, de le rendre plus ergonomique. Et donc, c'est tout bêtement l'équivalent d'un carnet d'ordre, comme disait Ancien. On voit des acheteurs, on voit des vendeurs. Et puis, quand on clique sur historique, ce qui est intéressant, on va juste cliquer sur historique. Là, on voit qu'il y a quand même un échange ou deux par semaine, par 15 jours, ce qui est déjà un niveau de liquidité exceptionnel pour une société non cotée, puisque par définition, il n'y a pas de liquidité quand c'est non coté. Donc, on s'efforce tout doucement. Autour de ça, il y a une banque d'informations. Si tu peux juste cliquer, Bastien. Et dans cette banque d'informations, on a des rubriques où on archive les communiqués, par exemple, tout en haut, communiquer. Si tu peux juste monter en haut. Voilà, communiquer. Archiver. Alors, il n'y a pas beaucoup. C'est une société qui est jeune, utilisatrice du carnet d'annonces. Ça fait 6 mois. Ensuite, il y a les bilans qui sont archivés. Communication, documents d'information. Si on regarde documents d'information, là, pareil, même s'il n'y a pas eu d'offre publique, il y a quand même un document d'information, si on peut l'ouvrir juste une seconde. Et là, c'est le listing sponsor qui le fait. Nous, en l'occurrence, c'était C2IB, mais il n'y a rien qui interdirait à Allegra de faire ce même type de document que tu as l'habitude de faire. Alors là, l'idée, c'est de faire la même qualité de service. Et c'est vrai que, comme disait Jean, et c'est là que ça commence à se compliquer, c'est d'adapter nos coûts en tant que spécialiste un petit peu à la taille de l'entreprise. Tout le monde n'accepte pas forcément, chacun est libre, évidemment. Et si on continue un petit peu là, en haut, donc les bilans sont archivés. Enfin, il y a une banque d'informations financières attenante au carnet d'annonces pour que chacun se fasse son idée. Si tu reviens juste au carnet d'annonces, ça tient quand même. Et donc là, on se fait une idée sur je passe une annonce de vente ou d'achat. Évidemment, on contrôle le règlement livraison des actions. Enfin, il y a un travail, comme disait Jean et toi aussi, on regroupe un petit peu les différents corps de métier, communication financière, back-office, ingénierie. Et c'est vrai qu'on arrive à faire tout ça au même endroit. Ce qui fait que pour l'entreprise, c'est un petit peu plus économique que s'il fallait aller voir des spécialistes. Enfin, l'exercice qu'on se prête au carnet d'annonces, c'est un petit peu ça. Et on va essayer d'appeler une entreprise pour voir un petit peu qui s'appelle Cival, que j'appelle tout de suite. Cival, si tu peux regarder Cival, pareil. Donc Cival, c'est une entreprise dans la sidérurgie. On va appeler un des dirigeants tout de suite. Voilà. Il s'appelle Raymond Scodalaro. Et puis c'est une entreprise qui fait une dizaine de millions de chiffres d'affaires et qui a un petit peu souffert, comme tout le monde, avec le virus. Eux, un peu plus, parce qu'ils travaillent beaucoup pour l'aéronautique, en plus. Oui, bonjour Raymond, c'est Didier. Ça va? Oui, bonsoir. On peut te laisser 5 minutes faire un petit point sur Cival. On vient juste on a juste projeté à l'écran la banque d'informations et le carnet d'annonces Cival. D'accord, très bien. Bon, bonsoir à tous. Ok, quelques informations sur Cival, donc pour l'année 2021, puisque l'année va se terminer bientôt. Bon, c'est une année qui a été pour Cival une très bonne année cette année, après l'année terrible de 2020. Bon, les chiffres d'affaires s'étaient complètement effondrés. Donc, la prévision d'atterrissage en chiffre d'affaires à la fin de l'année sera autour de 8,5 millions. Bon, comparé aux 5 millions de 2020 et aux 7 millions de 2019. Donc, c'est plutôt c'est un très bon résultat. Le résultat d'exploitation va se situer à peu près autour de 5%. Donc, ce qui est également une très bonne nouvelle.
Ça, c'est pas mal. Ce qui a sauvé la situation cette année de Cival, c'est le développement dans l'activité défense qui a été fait en cours de l'année 2000, en fin d'année 2019 et en cours d'année 2020. Et donc, les livraisons sont intervenues en 2021. Et donc, ça a permis de sauver la situation, car l'aéronautique n'est toujours pas repartie au niveau des commandes. Il y a très peu de commandes actuellement encore au niveau de l'activité aéronautique. Alors, comment se présente maintenant l'année 2022? Tu peux parler un petit peu plus fort si c'est possible, parce qu'on a mis l'ampli. On t'entend, mais un peu plus fort, ça serait super, si tu peux. D'accord. Oui, je vais pas reprendre peut-être. Non, c'est très bien. Non, ce que je disais, l'année 2021 s'est très bien passée. Hein. Donc les résultats, chiffre d'affaires, l'atterrissage est prévu autour de 8,5 millions d'euros et le résultat d'exploitation autour de 5%. Alors l'année 2022 se présente un peu moins bien parce que l'activité aéronautique a du mal à repartir. C'est ce que l'on constate dans le carnet de commandes. Donc en prévisionnel, le chiffre d'affaires en 2022 devrait se situer entre 6 et 7 millions d'euros, avec un deuxième trimestre aujourd'hui qui apparaît assez peu chargé. Donc il va y avoir probablement des actions d'adaptation à mettre en place en tout début d'année pour éviter qu'il y ait un trou dans les résultats au deuxième trimestre. Donc voilà, l'activité défense est en cours encore de négociation pour 2022, pour la deuxième partie de l'année 2022. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise avec une reprise de l'activité aéronautique, mais pour l'instant, donc comme je le disais tout à l'heure, l'activité aéronautique semble toujours assez difficile à repartir. Donc voilà ce que l'on voit. Dans les actions fondamentales que mène Lionel Vicle, donc le président de Cival, il est toujours en recherche de consolidation des fonds propres de l'entreprise. Donc il y a des différentes discussions en cours. On est toujours en recherche également de solutions de consolidation, parce que l'activité, la société Cival est une société de taille qui est relativement petite dans l'aéronautique. Donc on a besoin de consolider. Donc il y a des recherches dans ce sens-là, et il y a des discussions en cours qui vont se poursuivre début 2022 pour garder différentes solutions. Merci. Donc voilà. Après, en conclusion, après une année 2020 très difficile à cause de la Covid donc l'année 2021 est une bonne année, et donc 2022 se présente globalement un peu moins bien, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise liée à la reprise de l'activité aéronautique en 2022. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être, s'il y a une dame qui va poser une question, parlez fort. Pourquoi 2021 c'était de 8 millions 5 et là 2022 c'était 6 millions? Vous avez entendu Raymond, non? Non, pas du tout. Pourquoi le chiffre est passé de 8,5 à 6, c'est ça? Non, le chiffre est passé en 2021, on va faire un chiffre de 8,5 millions d'euros. En 2022, on va passer à le chiffre d'affaires va se situer entre 6 et 7 millions d'euros. Alors pourquoi il baisse? En fait, parce que l'activité défense qui avait été
bon, très porteuse en 2021. Les discussions sur les nouveaux contrats sont toujours en cours. Donc, on a un trou d'activité qui va se présenter au deuxième trimestre de 2022. Et comme je disais, l'activité aéronautique n'est toujours pas vraiment repartie. Bon, il y a peu de commandes aujourd'hui, on sent pas les commandes arriver. Donc voilà, c'est la raison principale de cette baisse de chiffre d'affaires. Vos clients en général ou... La question, c'est qui le client Pardon La société Cival. Voilà. Bon, bah Raymond, de toute façon, c'est vrai que vous bagarrez dur pour tenir Cival. Il y a une centaine d'emplois, je pense, qui sont principalement en Normandie et dans la région Hauts-de-France. Alors, il y a les emplois, effectivement, il y a d'emplois dans la zone du Tréport, en Haute-Normandie, donc à la limite Haute-Normandie, du côté de Hauts-de-France, et donc on se bat actuellement pour trouver des solutions pour renforcer les fonds propres de l'entreprise. Donc il y a des discussions en cours. On est en particulier en discussion avec le GIFAS. Le GIFAS, c'est une organisation française, c'est le groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, de façon à obtenir l'appui du GIFAS pour améliorer la situation des fonds propres, en particulier en nous aidant vis-à-vis des banques et puis de la région normande. Donc, on a entrepris tout récemment des discussions avec le secrétaire du GIFAS pour trouver des solutions. Bon, bah Raymond, on va pas vous mobiliser davantage. De toute façon, vos coordonnées sont sur le site, etc. Si on revient sur le carnet d'annonces Cival, on voit qu'il y a quelques actions à vendre. Alors c'est vrai que on vient de montrer sur un écran, avant que vous interveniez, Veracash, qui est un petit peu plus, il y a plus de mouvement sur les actions Veracash que sur les actions Cival. Une des raisons, c'est que Cival, il y a 70, 80 actionnaires, je sais plus exactement. Veracash, il y en a 15 fois plus. Donc, mécaniquement, il y a plus d'échanges quand il y a plus de monde. Là, on voit quand même qu'il y a des titres à la vente. Sur le carnet d'annonces Cival, on voit 5000 actions à vendre à 7,50, 5000 à 8. Après, à l'achat, pour l'instant, il n'y a pas d'acheteurs. Peut-être qu'il y en a qui vont se déclencher suite à la réunion de ce soir ou pas. Et si les personnes veulent se mettre d'accord, ils sont libres de passer une annonce d'achat. Là, les premières ventes sont à 7,50. Quelqu'un peut passer un achat tout de suite, on pourra le faire. À 6 euros, à 5, même à 5 euros, mais il ne se passera rien. Mais c'est en alimentant, c'est grâce à la communication. Bon, ce soir, c'est un petit embryon de communication, mais il y a un travail, comme disait Yannick Potier tout à l'heure, qui a largement dépassé ses 2 idées en une introduction. On l'attrapera un jour peut-être. Mais du coup, il y a un métier de communication, et c'est vrai qu'il faut essayer d'adapter le coût de tout ça à la taille des entreprises, et donc Cival, c'est quand même une petite entreprise, c'est pour ça que c'est un petit peu délicat. En théorie, le carnet d'annonces pourrait aider des centaines, voire des milliers d'entreprises, mais dans la pratique, il ne faut pas que ça soit au détriment de la qualité du travail, d'accompagnement, et c'est un petit peu là que c'est un petit peu mettre en place. Quelqu'un veut dire quelque chose à Raymond de Cival? Bon, Raymond, on va vous remercier, puis on va continuer notre réunion. D'accord, ok. Bon courage, on vous rappellera. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. De toute façon, c'est vrai qu'on a démarré un petit peu plus tard, donc du coup, et comme on est en train d'enregistrer, on peut continuer gentiment. On va peut-être demander à Dominique Carlier, même s'il y a des points dans l'ordre du jour. Notre entreprise, est-ce qu'il y avait de prévu?
Bon, on va appeler un deuxième dirigeant. Bah oui, si c'était prévu et qu'il veut ça. Donc, deuxième dirigeant qui est disponible. Sylvain, il travaille que seulement avec les clients. Non, il travaille beaucoup avec l'industrie lourde, la métallurgie, aluminium et toutes ces choses-là. Et un de leurs principaux clients, c'est l'aéronautique. Mais ils ont aussi le ferroviaire. Et ils ont d'autres choses comme ça. Donc, ce sont des contrats qui mettent un certain temps avant de se négocier et puis de se signer encore plus. Et après ça, le délai de fabrication, il y a les délais de paiement. Donc, ça prend toujours un certain temps, quoi. Et en plus de ça, ils ont été très impactés l'année dernière avec le Covid. On va demander à Monsieur Brossel, d'une petite société, une biotechnologie, qui fait de la recherche contre le cancer du pancréas, qui a utilisé ce concept, carnet d'annonces. Ils ont une quinzaine d'années d'existence. C'est une innovation de rupture, on va dire ça. C'est à la croisée de la biologie et puis de la mécanique, enfin c'est de la biomécanique cellulaire. Il va vous expliquer tout ça. Et c'est vrai qu'ils ont du mal avec très peu. Nous, notre démarche carnet d'annonces, ça doit leur permettre de trouver 5, 6, 100 000 euros environ, avec une centaine de personnes. C'est vrai que la société aurait pu utiliser la bourse directement. Elle l'a pas fait. C'est l'expérience. C'est comme ça. Le dirigeant va nous en dire plus. Je l'appelle tout de suite, Monsieur Brossel. Je l'ai vu tout à l'heure, donc il devrait nous répondre en principe. Et là, en ce moment, ils sont toute la vie, comme disait Yannick, ils font pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est un petit peu délicat de lever des fonds. Non, c'est de la recherche. De recherche et développement, quoi. Ils ont fait in vitro sur les souris. Et là, ça. On va pas me répondre, tant pis. On va en appeler un autre. Il est en voiture. Je lui ai dit qu'il était en voiture. On va appeler, c'est pas mal d'être en voiture. Sinon, on peut proposer, à moi que tu veuilles compléter un peu, ce que je voudrais demander à Dominique, qui ne voudrait pas partir trop tard. Aucun d'entre nous voudrait partir trop tard. Mais on demande à Dominique d'intervenir sur son sujet. Je voudrais, justement pour préparer Dominique, pour préparer Dominique, je veux confirmer que Love Money et C2JB une approche, pas complètement, une approche solidaire. Je m'explique, Cival, ce sont les gens, les habitants de la ville de où est basé Cival. Donc ce sont des particuliers proches du Love Money. Alors, je leur passe la parole. Tant pis pour Barthélémy. Je sais pas, Dominique. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Là, je vais parler. Tu veux t'asseoir ici? Oui, bien. Si. Non, Dominique. Comme c'est filmé. Là. Tu passes à la télé, Dominique. Oui, bien ici. Ah, pour ça que vous gêne, pardon. Donc, on va passer à Dominique Carlier, qui a une expérience un petit peu exceptionnelle aussi dans le financement des entreprises, et il va vous expliquer ça. Ici, Dominique. Allez-y, essayez. Ah bon, par là. On s'est rencontrés peut-être il y a 20 ans ou 30 ans. Merci. Merci à Didier Salva et à Jean de nous avoir contactés, de nous avoir fait venir. Bon, on n'est pas du tout dans la même catégorie, hein, puisque les entreprises à laquelle on s'intéresse ne vont pas en bourse et n'iront sans doute très rarement. Elles sont la particularité, c'est qu'elles sont toutes en démarrage, et c'est des innovations dans le domaine social et environnemental. C'est tout. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse à d'autres choses, bien sûr, mais notre structure s'intéresse donc à l'innovation sociale et environnementale. C'est ainsi que ça existe depuis 1983 et 1983, et c'est ainsi que on a lancé depuis 83, par exemple, tout ce qui est biologique, c'est nous qui avons lancé, on a investi dedans. Tout ce qui est entreprise d'insertion, comme la table de Cana ou
d'autres qui sont répandus dans toute la France, c'est nous qui les avons lancés. Tout ce qui est de commerce international, du commerce équitable, c'est nous qui les avons lancés. Tout ce qui est par exemple, des coopératives d'activité et d'emploi qui permettent aux gens qui travaillent tout seuls, qui veulent éviter ce phénomène entrepreneurs absolument isolés et sans aucune sécurité pour l'avenir, c'est donc de les regrouper en coopérative, de mettre des services en commun. L'autopartage aussi, la voiture partagée pour éviter trop grande circulation en voiture, etc. Donc il y a tout ça. Donc c'est ce qu'on recherche nous. Et c'est toujours au démarrage. C'est des petites sommes qu'on met. Alors de quelle façon? D'une part, par des clubs d'investisseurs, qui s'appellent des cigales, vous avez peut-être entendu parler, qui sont des clubs d'investisseurs ça veut dire, c'est un acronyme, ça veut dire club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. C'est du circuit court. C'est-à-dire que les gens, c'est un groupe de personnes, de 10 à 20 personnes qui se regroupent et qui investissent directement dans les entreprises. C'est donc du circuit court. Mais de proximité. Donc, mais là, c'est disons le summum de la solidarité, c'est-à-dire qu'il y a une proximité et bon, je comprends qu'au FIVAL, il y a une proximité aussi, mais qui est venue bien après. Je ne sais pas comment ça a été fait au départ. C'est difficile de construire au départ, mais ici, nous, on cherche au départ à créer cette proximité avec le groupe d'épargnants qui vont mettre en fonds propres, au début, ce qu'on peut. Donc c'est du capital risque, mais du capital risque complet, sans filet. Donc c'est pour ça qu'il faut une contrepartie. Il faut en général une contrepartie non financière, parce que le point de vue financier est assez difficile à être. Bon, on arrive à l'équilibre au mieux, mais avec les pertes, il y a, comme on l'a signalé tout à l'heure, il y a toujours des faillites quand même. Donc il y a les success stories ne compensent pas tous les faillites. Mais il y a cette proximité qui fait qu'il y a une relation, et c'est une relation qui donne le partage d'expérience qui fait une satisfaction à travailler, à être client, à être le client de ces entreprises-là. Nous, en Paris, la proximité est assez difficile, mais on est content d'avoir une Biocoop pas loin, et on est 2 fois content parce qu'on est d'abord en tant que Cigale et Gary. Alors, Cigale, c'est les clubs d'investisseurs, et après il y a l'étage supérieur, c'est Gary, c'est une coopérative qui regroupe là individuellement chaque personne qui veut continuer ce mouvement, et qui donc le deuxième étage de la fusée. La première, c'est la Cigale qui met les premiers francs dans l'entreprise. Ensuite, il y a, mais ça n'existe pas toujours, il faut regrouper des personnes et c'est plus difficile de faire fonctionner. Alors ensuite, il y a Garrigue qui peut remettre au capital et mettre du compte courant associé, mais c'est des quasi-fonds propres qui permettent de passer à deuxième stade de l'entreprise entre 3 et 5 ans. Après, nous, notre capital risque, c'est en fait une avance de trésorerie, en gros, parce que on s'aperçoit que toutes les faillites d'entreprise, au départ, c'est des défauts de trésorerie. Au départ, il n'y a pas tous les clients, il n'y a pas. Donc, le problème numéro 1, c'est la trésorerie au départ pendant les 5 ans. Donc, nous, on est dans ce champ-là. En plus de ça, on a, avec Garrigue, on a investi aussi dans un fonds international qui s'appelle FADEV, Fonds Afrique Développement, qui investit dans des très petites entreprises africaines pour répondre toujours à ce besoin fondamental qu'on a actuellement, c'est de faire se développer des régions qui ne sont pas développées, qui fait que on se retrouve avec des difficultés. On voit bien quel type de difficultés on a sur le plan de la géopolitique. Donc on est à la recherche de tout ce qui est innovant du point de vue dans notre jargon d'une plus-value sociale et environnementale. Donc, voilà ce que je peux dire en introduction. Si vous avez des questions à poser là-dessus, allez-y. Alors, donc ça existe depuis 30 ans, 35 ans.
C'est vrai que c'est difficile. Enfin, toutes les approches sont différentes. Enfin, oui. On est tous différents. Mais après, moi, j'ai en mémoire une opération que Garrigue ou Sigal avait accompagnée, ça s'appelle Andine. Et Andine, c'est une entreprise, je crois qu'il y avait 12 ou 15 cigales dans Andine, qui étaient ils n'étaient pas à l'île Saint-Denis, hein, je crois. Oui, et puis, et notre démarche Love Money a fait venir une cinquantaine de personnes en plus. Enfin, il y a des choses intéressantes à améliorer. Enfin, tout est à inventer, même si tu auras peut-être passé ta vie tous les deux, enfin tous, on aura passé un peu notre vie là-dedans, mais tout est encore à inventer. Enfin, des milliards de choses. On est très très loin d'être satisfait au niveau retombé sur l'emploi ou sur le plus-value pour les actionnaires ou sur l'environnement ou la notion de commerce équitable, etc. Et c'est comme ça, on a des initiatives indépendantes et tant mieux. Oui, c'est deux types d'épargne. Vous avez l'épargne. Qu'est-ce que c'est que l'épargne? L'épargne, c'est une privation temporaire de consommation pour préparer un avenir meilleur. On est bien d'accord, l'épargne, c'est comme ça. Donc, on se prive d'une consommation. On ne dépense pas notre argent, tout notre argent, on ne dépense pas au plus, bien sûr, mais au-delà, tout de suite pour consommer, on se réserve pour toujours. Eh bien, effectivement, il y a une épargne pour pouvoir avoir une sécurité financière plus tard, hein, pour nous et pour nos enfants, mais il y a une épargne aussi pour avoir une société meilleure, une société plus durable et plus souhaitable, plus désirable. Voilà. Et nous, avec, encore une fois, c'est très petit, hein, mais c'est quand même assez important au point de vue prophétisme. C'est que on se réserve une partie de notre épargne uniquement pour préparer un avenir meilleur, sur le plan social, sur le plan environnemental. C'est ça notre satisfaction. Alors on souhaite que ça marche, c'est-à-dire on ne souhaite pas perdre de l'argent, parce qu'il faut que ça marche, il faut pas que les entreprises, donc il faut la compétence pour les entreprises. C'est évident. Là on est d'accord là-dessus, ce sont les entreprises qui créent de la richesse. Les entreprises qui créent de la richesse. C'est pas l'argent. L'argent, il travaille pas. C'est le travail. C'est le travail qui crée la richesse. Le travail dans l'entreprise. Eh bien, et encore faut-il que ces entreprises aussi ne créent pas plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. C'est-à-dire tous les problèmes, bon, je parle pas des problèmes de pollution, les problèmes c'est-à-dire toute l'externalisation. La plupart des entreprises qui, maintenant ça change un peu. La plupart des entreprises qui font des gros profits, c'est qu'ils externalisent les problèmes de la société. Après, sur le plan professionnalisme qu'on apporte chacun en entreprise, il faut quand même veiller à l'intégrité du projet, du dirigeant, de la pérennité. De toute façon, le travail de base de documentation, d'analyse des comptes, de produire de la littérature pour les futurs actionnaires, d'éduquer les Français à investir dans les entreprises. Enfin, il y a pas mal de choses à travailler. Et une des différences, enfin un manque qui peut peut-être y avoir dans Garrigue ou Sigal, et alors que nous on en parle depuis tout à l'heure, c'est la notion de liquidité des actions, de revente. Et c'est vrai que c'est une des choses que vous êtes interrogé aussi chez Sigal Garrigue. Enfin, il n'y a pas de solution comme ça en claquant des doigts. On voudrait qu'il y ait le monde meilleur et que tout le monde s'enrichisse et que le monde soit meilleur et pas pollué, équitable. Je pense que tout le monde a envie de ça. À mon avis, 99,999% des gens souhaiteraient ça quand même. Après, dans la pratique, il faut sensibiliser. Et ce qu'on est en train de faire, c'est vrai que c'est un petit peu les pouvoirs publics qui pourraient le faire. Peut-être que Jean, bon, c'est peut-être pas l'objet de la réunion, mais tu avais quand même préparé une enquête, questionnaire qu'on avait écrit au présidentiable. C'est pas d'actualité, t'as pas envie d'évoquer. C'était libre. Hein. Parce que moi, je pense qu'avec Garrigue, avec la démarche de finance solidaire et de finance circulaire, c'est un petit peu Jean qui a un petit peu imaginé s'approprier cette expression, on peut dire, puisque tu es en train de l'inscrire dans Wikipédia. Mais bon, l'objectif, c'est pas d'être propriétaire d'une expression, on s'en fout, je pense, complètement.
Mais c'est quoi ton idée à travers la finance circulaire? Pardon. Je voudrais ajouter un truc pour rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, l'État, pour nous, l'État a un rôle fondamental, c'est de favoriser ce type de prise de la prise de risque. Parce que nous, notre gros problème, c'est le risque. On a un risque effrayant parce que c'est des petites entreprises qui démarrent. Et effectivement, l'État doit garantir une partie de ce risque. Ça avait été fait à un moment donné, et en particulier avec l'ISF, l'impôt sur solidarité contre la fortune. C'était très intéressant pour nous. C'est ce qui a fait d'ailleurs décoller Garrigue. On est passé de 300 000 à 4 millions en 4 ans de bilan. Et parce que il y avait des déductions fiscales et qui étaient justement qui permettaient de compenser ce risque, de prise de risque. Mais ça a été supprimé. Et maintenant, on a plus de mal. Parce qu'effectivement, on peut pas risquer trop d'argent sur des entreprises qui démarrent. Voilà. Donc là, il y a un rôle important. Mais c'est pas à l'État de choisir les investissements qu'on va faire. Là, nous, on est pour la responsabilité du citoyen. Le citoyen, c'est lui qui décide de l'utilisation de son argent, mais dans la relation avec l'entreprise. Mais effectivement, ça s'adresse pour l'instant à des gens qui ont quand même assez d'argent pour pouvoir. Ça reste dans le superflu des gens, parce que les personnes, parce qu'ils peuvent pas non plus risquer trop d'argent là-dedans. À la limite, le risque de perdre, c'est le risque quand on entreprend quelque chose, quand on entreprend de sortir dehors, on prend un risque de tomber, d'entreprendre, d'échouer. Mais si le risque n'est pas, s'il n'y a pas d'escroquerie, à la limite, c'est déjà très bien. Mais il y a une appréhension aussi de mettre de l'argent quelque part, et puis que ce soit pas utilisé. Oui. Et c'est ça votre travail, effectivement, c'est ça votre travail, vous de connaître, de connaître les entreprises. Une question. Je voudrais vous demander, vous dites que les finances circulaires, vous adressez seulement les champs du quartier de la ville considérée? Non, pas uniquement. Ça dépend. Au départ. Là, madame, elle parle de finances circulaires. Oui, mais c'est solidaire, hein. Solidaire, mais circulaire. Mais le circulaire est aussi solidaire. Ça permet ça permet de moins gâcher, de moins. Circulaire, je ne peux pas expliquer, c'est un bon nouveau. Un bon nouveau. Mais ça veut dire qu'il faut moins de déchets. Mais pour nous, effectivement, au départ, c'est local. Mais le local, ça peut déborder. C'est pas par exemple, à Paris, c'est difficile. Le local, nous, on est obligé d'investir, par exemple, en banlieue, parce que, dans des entreprises de banlieue, parce que c'est pas des entreprises parisiennes qui auront besoin c'est des entreprises, malheureusement, mais c'est des entreprises dans des endroits, dans des territoires, des territoires, en difficulté. C'est là qu'on intervient. C'est la plus-value sociale. Je prends l'exemple concret. Si vous parlez un petit peu plus fort, et si vous parlez de finances circulaires, c'est lui la finance circulaire. Mais écoute, fais l'effort. On peut passer au circulaire. Je sais pas, on a parlé de finances circulaires. Allez-y, on va continuer. Il a parlé de finances solidaires. Lui, Garrigue, il est spécialiste solidaire. Garrigue. Et lui, circulaire. C'est pas contradictoire. Mais le circulaire peut être solidaire aussi. Circulaire, c'est un mot nouveau qui existe depuis le mois de juin cette année. C'est nous qui l'avons lancé. Je continue la finance circulaire. Il y a 110 milliards d'épargne des ménages disponibles et on sait pas quoi, ils savent pas quoi en faire. Et donc, il y a quelque chose à faire. Et cette épargne, elle est à travers la France, dans les villages, dans les villes, dans les communes. Et le problème, c'est que quand ils mettent des sous dans le livret A ou dans des fonds ou à caisse d'épargne ou autre chose, ça va pas dans l'entreprise, dans l'économie locale. Cette épargne, elle va ailleurs. Je ne sais pas où. Bon. Et l'objectif, notre démarche, c'est de dire, il y a des entreprises qui existent dans le fin fond de la France qui voudraient lever des fonds
Mais l'épargne circulaire, c'est l'épargne de précaution. Ils sont prêts à mettre des sous à condition que ça devienne liquide rapidement, qu'il n'y a pas de risque et qu'ils peuvent revendre. Donc, il faut créer quelque chose de nouveau, un instrument nouveau qui est justement la finance circulaire. La finance circulaire, c'est un engagement d'avoir la possibilité d'acheter des actions de manière sécurisée. On sélectionne des actions, mais les gens de la ville, des régions connaissent également bien les entreprises locales. Ils ont un petit avantage. Et il y a également la deuxième moyen, c'est de trouver un système dans lequel on va pouvoir mettre des sous dans l'entreprise à côté de chez nous, parce qu'il n'y a rien qui existe, sauf le carnet d'annonces qu'on a inventé. Et donc la troisième sécurité, c'est la liquidité, c'est de pouvoir revendre. Et donc à partir de ce moment-là, c'est 100 milliards d'épargne des ménages, et il y a une petite partie qui peut y aller 5 ou 10 milliards. Et parce qu'il y aura toujours une épargne de précaution pour pouvoir avoir l'argent, même s'il est déjà liquide sur les comptes bancaires. Tout le monde a de l'épargne liquide sur les comptes bancaires, plus ou moins. Et généralement, il faut trouver un système, et c'est ça avec le carnet d'annonces, de basculer rapidement l'épargne liquide sur les comptes bancaires ou sur les livrets A ou ailleurs, pour pouvoir acheter et vendre des actions. Et c'est ça notre démarche. Le carnet d'annonces, c'est la mini-bourse, avec les règles de la bourse, avec le respect de la protection des épargnants, en utilisant les règles de l'Euronext et de l'AMF de protection. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas, et la finance circulaire, c'est quelque chose qui est appelé à se développer forcément. Le problème aujourd'hui qui se passe, c'est la désertification économique de la province. Une entreprise qui existe dans une entreprise, il y a eu près de 100 000 entreprises ces 10 dernières années qui ont été rachetées par des groupes étrangers. Il y a beaucoup d'autres entreprises pourraient avoir été sauvées. Et aujourd'hui, on peut mettre en place ce système si l'épargne locale avait un moyen d'investir dans ces entreprises. C'est un système. Le problème, c'est qu'il va y avoir, lorsqu'une entreprise se crée, se développe dans une ville de commune, une province, eh bien, elle crée des emplois. Le jour où elle va disparaître, les emplois vont disparaître, et le problème, c'est pas sûr qu'une autre entreprise reviendra. Donc, aujourd'hui, on a un nouveau type d'investissement, c'est le carnet d'annonces qui remplace l'esprit qui existait avec les bourses régionales. Les bourses régionales, je le disais tout à l'heure, c'est Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Bordeaux, Nancy. Il y avait des entreprises qui s'inscrivaient parce que c'était à Lyon, et ils sont à côté de Lyon, ils sont à notre très régional. Et les Lyonnais, les gens de la région, ils étaient prêts à mettre des sous parce que l'entreprise lyonnaise met des sous dans l'entreprise. Aujourd'hui, si cette entreprise disparaît, eh ben, les gens vont être au chômage, ils vont quitter le village, ils vont habiter. Le village deviendra un village dortoir. Et donc, il y a quelque chose, une révolution financière. C'est même pas culturel, c'est financière, parce qu'on a envie de mettre des sous dans l'entreprise. Les gens de la province, de l'entreprise à côté de chez nous, dont on a entendu que c'est une entreprise qui va progresser, et donc, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Aujourd'hui, il y a le carnet d'annonces qui va préparer les entreprises. On va sélectionner les entreprises qui visent en permanence de grandir et de basculer un jour en bourse. Et c'est vous, on vous le bascule ensuite. Voilà la démarche. Et c'est là, je disais tout à l'heure, il y a 900 entreprises de votre profil.
Il faudrait qu'il y en ait 9000. Et pour arriver à 9000, c'est pas vous qui y arriver tout seul. Nous non plus. Mais on a une piste. On a besoin de l'appui de tout le monde, des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, il y a les élections de président de la République. Et là, ce qui est surprenant, incroyable. On ne parle pas d'économie, on ne parle pas de PME, on ne parle pas de la France profonde. Aucun n'en parle. Alors que on a un dossier, on a monté un dossier, vous le trouverez sur notre site, sur le site financecirculaire.fr. Eh bien, vous allez trouver nos courriers depuis 1988 au candidat président et nouveau président. On a 6 courriers dans lesquels chaque président, on posait des questions. Qu'est-ce que vous pensez des bourses régionales? Qu'est-ce que vous pensez de l'épargne de proximité? Qu'est-ce que vous pensez? Ils étaient tous positifs. Vous allez trouver leurs lettres, leurs réponses sur notre site Finance Circulaire. Et à partir de ce moment-là, ils sont tous positifs. Oui, non, dans la réponse. Ce que vous faites, c'est de la monnaie, c'est formidable. Vous développez ça. Les bourses régionales, c'est formidable. Vous développez ça. Mais les bourses régionales, ça a disparu. Les lobbies des banques, eh bien, ont mis le grappin sur les 7 bourses régionales. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont capté les actionnaires parce que du temps des bourses régionales, il y avait un gros problème pour les banques. Tout le monde voulait acheter des actions, surtout quand on a lancé le second marché. J'en suis un petit peu à l'origine. J'étais commis d'agent de change des Chine. Je suis rentré en bourse en 1949. Et j'étais syndicaliste et j'étais militant pour la bourse, militant pour les salariés, mais militant également pour développer l'économie nationale en créant un carnet d'annonces à l'époque de la bourse existait. On appelait ça le hors-côte, on appelait ça les bourses régionales. Et aujourd'hui, ce qu'on refait, c'est exactement ça. On n'a pas inventé quelque chose, on a relancé les bourses régionales et finalement, l'esprit Love Money. Love Money, c'est l'ami, ce sont les amis, les voisins, les gens de la ville, les gens du département. Ils aiment une entreprise et c'est du Love Money. Donc aujourd'hui, il y a une découverte à faire qui est la suite logique de l'économie solidaire, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est plus ambitieux. On vise la bourse. Avec l'économie solidaire, on vise pas la bourse. Donc, voilà. Enfin, bravo pour l'économie solidaire. Mais attention, parce que là, il y a trop d'argent, et ça pourrit, l'argent pourrit les hommes. Voilà. Donc, il faut bien insister sur l'activité, le travail. Vous devez raison. Effectivement, c'est l'entreprise qui crée le travail qui fournit la richesse. Mais il faut faire attention que ça ne soit pas dans n'importe quelle direction, parce que il y a une production aussi qui nous emmène à la catastrophe. C'est pourquoi cette économie solidaire. L'économie solidaire, est-ce que, comment dirais-je, vous suivez pour une société qui a un projet spécifique? Comment ça fonctionne? Vous analysez? Ah bah oui, on analyse. Non seulement ça, mais on va aller voir régulièrement. On a une relation avec eux. Et c'est là où ça change un peu. La liquidité, par exemple, nous, on pense pas à liquidité. Nous, c'est pas, l'argent, il circule pas comme ça. On investit l'argent dans une activité, elle continue, et donc on a une relation. C'est là où la proximité intervient, où c'est la relation, on a aussi la satisfaction d'avoir une relation avec les gens qui travaillent et qui sont à proximité et qui fournissent, et dont on est client, on est client aussi, on est client, mais on est ami. Et voilà, c'est de l'économie locale. Excusez-moi, c'est l'économie solidaire. Est-ce qu'on a alimenté la notion d'innovation, disruption, et aussi, ce qui est important,
ce sont les États-Unis, en fait, des pays étrangers qui sont travaillés actuellement, c'est la partie de satisfaction. Oui. Satisfaction, ce qu'on appelle, ce n'est pas les résultats financiers, mais les performances. Mais tout à fait. Mais Nous, les clés des performances, ce qui va être performance. oui, mais nous, effectivement, les performances, nous, c'est pas une performance financière, c'est une performance écologique et sociale. Et sociale. Comment vous mesurez? Hein? Comment vous mesurez-vous? Comment? Vous mesurez. Comment vous mesurez la performance? Ah ben, on le mesure, hein, je dirais, en allant visiter les toilettes des entreprises. D'accord, mais ça ne dit pas tout quand même. Il faut que les autres, bien sûr, il faut que je dis ça en rigolant, c'est une boutade qui est pas correcte. Il faut que tout le monde soit satisfait. Le client, le salarié, et que l'entreprise soit viable. On parle pas rentable. Soit viable avec des salariés qui sont contents et des clients qui sont contents. Et on le mesure à la satisfaction. Ce qui est dommage, Dominique, je pense, c'est que tu n'ajoutes pas l'actionnaire sur ton compte. Oui, mais l'actionnaire. Ouais, si tu ne cherches pas que l'actionnaire soit content, tu te limites en nombre de Français qui vont avoir une démarche solidaire. Il ne cherche pas à récupérer leur argent. Il est propriétaire. C'est comme si tu as un logement. Moi, je pense qu'on peut être solidaire et gagner de l'argent en étant solidaire. Toi, tu penses que c'est pas oui. Si tu as une action avec eux, ou si tu fais connaître l'entreprise, si tu as quelque chose, mais simplement, ton argent, c'est pas ton argent qui travaille. C'est pas l'argent qui travaille, c'est des gens qui travaillent. Oui, mais ils ont besoin de l'argent pour travailler. Oui, mais c'est un bon moyen, mais c'est pas une fin. Donc il y a un rapport. Oui, mais il y a un rapport. Si on veut attirer l'argent en millions de Français dans le capital des TPE, PME, qu'elles soient solidaires ou pas solidaires, si elles sont solidaires, tant mieux. Non, mais déjà. Dans tous les cas, il faut que si les gens peuvent récupérer ce qu'ils ont mis et même faire une plus-value, je pense que théoriquement, on devrait multiplier par 100 l'efficacité de. Non, mais d'accord, mais c'est comme mais ça crée le chômage. Mais ça, cette étude-là crée le chômage. Quand on voit ceux qui ont investi dans Amazon crée le chômage. Moi, je parle pas d'Amazon. Non, mais c'est à la limite, on arrive à la limite extrême. Il y a plus petit qu'Amazon, quand même. Non, mais d'accord, mais c'est l'arrivée définitive. Plus, il en faut toujours plus, il faut toujours plus d'argent. Et donc, à ce moment-là, forcément, tu crées le chômage. Oui. Là, on investit dans des petites entreprises, en fonds propres, pareil, dans des petites entreprises qui au lieu de vendre leurs produits, les produits naturels, les transforment. Parce que le problème des pays en voie de développement, c'est qu'ils ont des richesses naturelles qui sont vendus aux pays industriels et ils sont obligés de racheter ensuite les produits dont ils ont besoin. Et bien là, nous, on investit pour que ces producteurs de ressources naturelles puissent, évidemment qui ont les compétences et transforment ces produits-là pour les consommer et éventuellement les exporter après et les consommer. C'est pour créer cette richesse, c'est-à-dire que au lieu d'ailleurs de plus en plus les Français deviennent comme ça, c'est pour ça que puisqu'on produit de moins en moins de choses en France, donc bien des pays sous-développés. C'est pour que les personnes dans un pays puissent produire la richesse, produire ce qui fait la richesse, c'est-à-dire les produits fabriqués. Donc au lieu de vendre des oranges, ils font des jus et puis de racheter des jus d'orange après, et bien, ils fabriquent leurs jus d'orange. Voilà. Les bananes. Oui. Les bananes. Oui. Planter des bananes. Oui. Planter il a planté des bananes. Mais quand même, les bananiers, toutes bananes, sont toutes transformables. Sont toutes circulaires. C'est ça, économie circulaire. On peut tout faire avec banane. Bananier, il y a tous les concepts. Excusez-moi, simplement, il y a un cas pratique qu'on est en train d'accompagner, qui aurait pu venir ce soir, qui est à Madagascar, une entreprise cotée en bourse, il n'y en a pas énormément, dont le siège est à Paris,
et qui a 8 activités différentes. Oui, il travaille beaucoup sur l'agroalimentaire, producteur de café local et producteur de sisal aussi, qui est sa première production, mais tout est exporté. Or là, et c'est pour ça qu'ils ont interrogé ces deux idées. Nous, c'est même un client, puisqu'ils ont accepté qu'on leur accomplisse une mission qu'on est en train de préparer. Là, ils ont un produit à base de café local. Enfin bref, là-bas, il y avait tout un tas de misère. Et moi, j'en étais, mais il y a la déforestation aussi. Et puis là, ils ont planté une milliers d'hectares d'arbres. Et au pied des arbres, ils font pousser du café. Alors, je ne suis pas spécialiste. Le café, ils récupèrent la totalité. Et ils en font des barres énergisantes qu'ils vont vendre en Amérique. Ils n'ont pas trop dire. Et là, c'est peut-être. Alors, on verra ce projet. Il y a pas mal de. Non, c'est pas si simple. On n'y est pas encore. Parce qu'il faut éviter que ça échoue. Il faut éviter que. Nous, on va veiller à. Enfin, on va chacun à sa sensibilité, hein, de la solidarité, de l'emploi, de l'environnement, etc. Mais on a en plus la préoccupation que les personnes qui vont mettre des sous dans le projet récupèrent. Pour nous, c'est aussi important. Je regrette si on n'a pas ce point de mire, de veiller à se préoccuper de ce que les particuliers qui investissent puissent récupérer, bah, ça va limiter, malheureusement. Donc, pour en revenir, tout est possible et imaginable avec nos démarches d'actionnariat de financement. Je ne sais pas le prénom de notre jeune. C'est tout. Pardon. Allez, on va être obligé de vous quitter. Merci. Eva, une toute jeune qui s'intéresse à la finance. Peut-être que ça t'a donné des idées pour des dossiers qui ne sont pas encore mûrs pour rentrer en bourse. Peut-être y réfléchir avec ce système de carnet d'annonce. Mais... On va te laisser. Oui, nous aussi, on va y aller. Merci en tous les cas pour la. Merci à vous surtout. À bientôt et bon courage. Je ne sais pas. Oui, nous aussi, on va y aller. 5 minutes. Oui, on est en train de partir. Mais Eva, elle a une vision différente. C'est intéressant, les jeunes. Oui, comment ils voient ce secteur d'activité, parce que je ne pense pas que c'est une affreuse méchante capitaliste qui veut exploiter tout le monde. C'est à 14 ans. Mais après comment on s'en sert de tout ça, d'actionnariat, parce que il ne faut pas grand-chose pour que ça dérive en bien comme en mal. Oui, bien sûr. Tu veux peut-être conclure et on va arrêter? Non, c'est toi qui conclue. Non, vas-y, conclue. Bon, merci de votre participation. J'espère que ça vous donnera des idées pour investir ou pour les entreprises à utiliser ces techniques. Merci à tous et bon retour et soignez-vous bien. Merci. Merci.